Si elle descend, toi, tu crois qu'elle va descendre ou pas? Bonjour mademoiselle, on voudrait voir quelqu'un de la communication s'il vous plaît. Bonjour, vous êtes Eleni? Oui, c'est moi. Oh, je suis tellement ravie de vous voir. Je suis Élise Lucet de France 2. Je ne vous attendais pas. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Charles et je suis concierge de luxe. Si, comme ma cliente, vous avez soudain une furieuse envie d'acheter un jet privé, sans payer vos impôts plein pot, suivez mes conseils. Tout est là, dans cette enveloppe. Vous voulez faire main basse sur la plus belle mine d'or au monde? Je m'en charge, quitte à corrompre les élites locales. Vous êtes riche. Et bien sûr, vous souhaitez le rester, n'est-ce pas? Soyez tranquille. J'ai toujours la solution pour vous servir. Je suis Charles, l'homme aux clés d'or. Ma devise, luxe, chic et discrétion. Des concierges de luxe, dans la vraie vie, ça existe. Aux Bermudes, il y en a à tous les coins de rue. Et là-bas, on appelle ça un cabinet d'avocats. L'un des plus puissants, des plus secrets, se nomme Appleby. Ni nous, ni vous, n'aurions dû en entendre parler avant que n'explose le scandale mondial des Paradise Papers. Tout a commencé en mars dernier, à Munich, dans le plus grand secret. Cash Investigation est convié à une réunion au siège du journal Süddeutsche Zeitung. La bande des Panama Papers est de retour, plutôt contente de se retrouver pour ce nouveau projet du Consortium international des journalistes d'investigation. Chaque personne dans cette pièce, chacun d'entre vous, peut mettre en danger le projet. La réussite du projet tient à la confidentialité absolue pendant les 12 mois d'enquête. 376 journalistes de 67 pays ont répondu présents à l'appel des 2 reporters allemands, déjà à l'origine des Panama Papers. Si les Panama Papers nous ont montré ça, sur le monde offshore, maintenant, on pourra voir tout ça. Les 2 journalistes ont reçu de nouveaux documents confidentiels, toujours de manière anonyme. Cette affaire a encore plus de potentiel que les Panama Papers et on va vous expliquer pourquoi. La fuite provient de 3 sources différentes. D'abord de plusieurs registres du commerce dans les paradis fiscaux. Ensuite d'un gestionnaire de trust. Et enfin d'Appleby, l'un des plus grands cabinets d'avocats du monde offshore, spécialisé dans les montages financiers bien cachés sur des îles réputées pour leurs secrets. Ces 10 bureaux répartis dans le monde permettent à Appleby d'être très compétitif et de pouvoir offrir à ses clients la meilleure domiciliation selon leurs besoins. Appleby propose du sur-mesure pour les grandes fortunes, les hommes politiques, les multinationales. On a l'impression d'avoir ouvert une porte sur le monde offshore comme on ne l'avait jamais fait auparavant. De retour à Paris, nous avons eu besoin d'un peu de temps pour entrer dans la matrice. Les Paradise Papers, c'est vertigineux. 13,5 millions de documents. Et rien que pour le cabinet Appleby, 3 millions de documents, 1 800 000 mails, 100 000 tableaux Excel. Pour lire chaque mot de chaque document, il aurait fallu que 4 journalistes de l'équipe
passent 7 ans et demi de leur vie pour tout consulter. Alors, que contient cette précieuse base de données? Des extraits de comptes, des passeports, des contrats. Conçus par les spécialistes d'Appleby, cabinet fondé sous le soleil radieux des Bermudes. Bienvenue chez Appleby Offshore. Nous vous fournissons les dernières informations sur les fusions-acquisitions des marchés offshore. Ce soir, accrochez-vous. Ça va tanguer. Avec aux manettes, un Top Gun de l'industrie française, Dassault Aviation. Certains de ses clients VIP achèteraient leur jet privé via des sociétés écrans, domiciliées sur l'île de Man. On prend l'argent dans cette poche et on le met dans l'autre poche. C'est ça le business. Un tour de passe-passe qui permet d'éviter de payer des millions d'euros de taxes. Bonjour, monsieur Trappier, c'est Élise Lucet. Je voulais vous parler des sociétés qui sont basées à l'île de Man et qui permettent à vos clients de ne pas payer la TVA. Posez à vos clients. Faux. L'île de Man, un paradis fiscal en Europe qui s'est spécialisé dans la domiciliation des jets privés des grandes stars, comme le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton. Dans les Paradise Papers, le groupe francophone Louis Dreyfus, géant mondial des matières premières, a monté une société offshore aux îles Caïmans. En général, on ne va pas dans un paradis fiscal pour envoyer des cartes postales. Non, ça on est d'accord. Les Caïmans, c'est pour le business. Louis Dreyfus s'est allié avec le roi du soja au Brésil, qui n'est autre que l'actuel ministre de l'Agriculture. Le Brésil veut devenir à tout prix le grenier à céréales du monde. Mais les dégâts sur l'environnement et les populations indiennes sont catastrophiques. La conséquence la plus grave, c'est que nous entrons dans une nouvelle chasse aux indigènes. Dans les archives d'Appleby, l'un de ses plus gros clients, c'est Glencore, un autre empire des matières premières qui fait appel à des intermédiaires à la réputation sulfureuse. Est-ce que vous connaissez cet homme? Dans le secteur minier, il est difficile de ne pas connaître cet homme. Nous sommes partis sur la piste des plus grandes mines de cuivre et de cobalt du monde. En République démocratique du Congo, ces investissements colossaux ont des impacts sans précédent sur la population. Vous déversez de l'acide dans nos champs et vous ne payez rien. Tu n'es pas autorisé à me filmer. Ah. Et d'ailleurs, par là, moi, je t'arrête. Ce soir, révélation sur les secrets du monde offshore. Grâce à cette nouvelle fuite de documents, vous allez comprendre comment certaines multinationales contournent la loi des États, le plus souvent au détriment des citoyens. Bienvenue dans les Paradise Papers. Vous l'avez peut-être remarqué, partir en reportage pour cash, ce n'est pas toujours très glamour. Quand ils prennent l'avion, nos enquêteurs de choc voyagent comme tout le monde, sur des compagnies low cost improbables, coincés en classe éco. Sans parler des transits interminables. On s'est dit, ça doit changer. Pour affronter le monde merveilleux des affaires, il nous faut un avion rien que pour nous. Mais oui, un jet privé. Merci France 2, ça donne des ailes. Atterrissons au Salon du Bourget, le rendez-vous mondial de l'aéronautique. Tous les 2 ans, les fabricants d'avions viennent ici exposer leurs petits bijoux. Allez, on sort les lunettes Aviator et on admire le spectacle. Il y en a pour tous les goûts. Des avions pour faire la guerre et d'autres pour faire des affaires. Au rayon jet privé, il y a 2 as de la voltige. L'américain Gulfstream, plus de 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, et le français Dassault, un peu plus de 4 milliards d'euros la même année.
Ça tombe bien, c'est opération cockpit ouvert. Prêt pour l'embarquement? Captain Heidi speaking. Voici le Gulfstream 650ER. Vous venez juste d'entrer par la porte principale. Ici, c'est la cuisine. Une des options que nous proposons, c'est le choix du carrelage. Et ça, c'est une cabine pour 4 personnes. Il y a aussi une cabine de luxe à l'arrière qui peut se transformer en chambre. Le concurrent français, c'est le Falcon 8X. Dans cet avion, vous pouvez faire Paris-Hong Kong sans escale et en dormant. On peut transformer tous les éléments de la cabine de siège en configuration lit. Pour le boulot, tout est prévu. Des écrans et des connexions en plein ciel. Il y a effectivement un système de Wi-Fi complet qui permet d'échanger, de travailler en réseau dans la cabine, de travailler en réseau avec le sol, de faire énormément de choses. Pour la détente, les Américains vous proposent champagne et pistache. Les Français, thé, macarons. 2 avions, 2 ambiances. Mais dans chaque cockpit, une technologie dernier cri pour vous emmener partout. Même de Lille à Évreux, si ça vous chante. Parce qu'un jet se pose n'importe où, ou presque. Le business du jet, c'est une machine à remonter le temps. Le temps, c'est de l'argent, donc investir dans un jet vous permet de récupérer beaucoup de temps. Mais pour gagner du temps, il faut d'abord dépenser de l'argent. Beaucoup d'argent. Le Gulfstream, c'est 57 millions d'euros, tout équipé. Le Falcon 8X, 60 millions d'euros. Ajoutez 20% de TVA et la facture finale s'élève à plus de 68 millions d'euros pour le Gulfstream, 72 millions pour le Falcon. Autant vous dire qu'avec le budget de France Télévisions, nos rêves de jet s'envolent. En réalité, on ne comptait pas vraiment en acheter un. Si l'on s'intéresse à ces beaux avions, c'est parce que dans le dossier Appleby, des jets, il en est beaucoup question. Des documents mentionnant des avions, il y en a plus de 73 000 dans la base de données. Des schémas de montage financier, des propositions commerciales et même des noms d'entreprises bien connus. En les parcourant, nous remarquons 3 lettres qui reviennent très souvent. VAT, TVA en français. Et si l'on parle beaucoup de TVA, c'est qu'il est possible de s'en affranchir quand on achète un avion, grâce à de petits arrangements. Genève et son salon de l'aéronautique. Ici, pas d'avion de chasse. Que des jets privés et tout le Gotha de l'aviation d'affaires. Un marché haut de gamme réservé à un tout petit nombre de très riches clients. Quelques centaines d'acheteurs potentiels chaque année qu'il faut séduire à tout prix. Nous aussi, nous voulons être séduits. On transforme donc Thomas, notre caméraman, en émissaire d'un riche et mystérieux client français qui veut acheter un jet. Un client évidemment très allergique à la TVA. Thomas a rendez-vous avec le représentant de Dassault. Bonjour, je te présente monsieur Thomas Bramont qui a une question qui est trop difficile pour moi. Oula, alors voilà. Si elle est pour moi, ça va être encore pire. Bon. Avant la question difficile de Thomas, il faut qu'on vous explique un truc. Si l'avion est destiné à son business, l'acheteur d'un jet ne paye pas la TVA, car le fisc lui rembourse. En revanche, si son jet, c'est d'abord pour les loisirs, l'acheteur doit payer la TVA. Ainsi, la facture totale peut s'alourdir d'une dizaine de millions d'euros. C'est la loi. Écoutons maintenant la question difficile de Thomas. C'est le seul point compliqué de ce dossier, c'est que c'est pas un avion business, quoi.
Quand vous voulez dire c'est pas un avion de business, c'est-à-dire qu'il n'est pas utilisé pour le business ou Alors, ce serait très mineur en fait. Ouais. L'utilisation de l'avion serait difficilement justifiable dans son business à lui. Ah, c'est pas grave. Vous avez le droit de vous acheter un avion. Non, mais certes. Néanmoins, si on fait ça en tant que particulier, on est assujetti à la TVA. Oui. Il ne peut pas le faire passer au compte d'une entreprise qu'il créerait lui-même. C'est ça. Enfin, de toute façon, vous êtes obligé d'avoir une société. Il faudra qu'on la déclare sous un certain nom. Ces sociétés peuvent être une coquille vide. J'ai des problèmes d'audition en fait. Quand il décolle, je vous entends moins bien. Je disais que cette société, ça peut être une coquille vide dont le seul actif est l'avion. Une coquille vide, c'est-à-dire une société écran. Le monsieur de chez Dassault va nous donner un autre tuyau, le lieu où la domicilier. L'île de Man, éventuellement. Vous pouvez l'immatriculer l'île de Man. Tout à fait. Vous êtes coutumier de l'île de Man? Nous, on a déjà fait des enregistrements, de l'immatriculation l'île de Man, oui, c'est pas un sujet. À partir du moment où on décide de l'immatriculer à Man, c'est vous qui vous en occupez? Alors nous on ne s'occupera pas de l'enregistrement de la société, ça c'est vous qui devez le faire. D'accord. Par contre, une fois que vous nous dites c'est telle société qui le possède, après tout le reste, on fera ce qu'il faut. En tout cas, on vous fera aider, ça, il n'y a aucun souci. Très bien. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci monsieur, à bientôt. Il faut maintenant trouver la société qui va s'occuper du montage fiscal. Et pour tout dire, on n'a pas eu longtemps à chercher. Dans les travées du salon, il suffit de lever la tête. Regardez, ici, c'est écrit sur les murs du stand « EU VAT Advice », conseil en TVA européenne. Pour immatriculer son avion, il y a les solutions lointaines et exotiques, aux îles Caïmans ou sur l'île d'Aruba. Et puis, il y a l'île de Man, en Europe. Sur l'île de Man, il y a la société Estera. Thomas va raconter la même histoire à ses représentants, celle d'un propriétaire de jet qui souhaite l'utiliser pour son usage personnel et qui ne veut pas payer de TVA. Il est possible de monter une structure sur l'île de Man qui aura un numéro de TVA et qui pourra récupérer ou différer le paiement de la TVA. Donc en pratique, l'entreprise est censée payer la TVA et la recouvrir. Sur un jet à 50 millions d'euros, c'est 10 millions que vous n'avez pas à payer. J'ai fait ce montage tellement de fois, ça fonctionne parfaitement. Grâce à Estera, le vrai propriétaire du jet crée une société écran qui devient l'acquéreur officiel de l'appareil. Le vrai propriétaire, lui, ne paiera pas la TVA et n'aura plus qu'à louer son avion à la société écran quand il veut l'utiliser. On prend l'argent dans cette poche et on le met dans l'autre poche. C'est ça le business. Donc avec vous, on est vraiment entre de bonnes mains. Oui, nous avons de l'expérience. De l'expérience et de l'efficacité. Quelques jours après les avoir rencontrés, nous recevons le devis d'Estera par courrier. Pour créer notre société écran, il faut compter au total 8000 livres, soit 9000 €. Mais il y a d'autres frais. Chaque année, on devra débourser 8660 livres, soit 9700 €. Pas grand-chose comparé aux 10 millions d'euros de TVA qu'on aurait dû payer pour notre jet privé. Grâce au service d'Estera, notre société écran aura les apparences d'une vraie entreprise de location de jet privé. Avec un vrai faux propriétaire, un vrai faux locataire, et pour tamponner la paperasse, des directeurs fantômes. Et bien sûr, une adresse. Sur l'île de Man. L'île de Man, un confetti d'empire britannique perdu au beau milieu de la mer d'Irlande. 500 km². Des phoques, des moutons et 80 000 habitants aux drôles de coutumes.
Sans oublier un petit aéroport très fréquenté par les jets privés. L'île de Man, un paradis fiscal à 1 heure de vol de la France. En plein centre-ville, il n'est pas très difficile de trouver les bureaux d'Estera. Ils ont pignon sur rue, juste à côté, un nom familier, Appleby. Vous savez, la fuite de documents vient de chez eux. Jusqu'en 2016, Estera et Appleby, c'était la même société. Comment allez-vous? Nous avons rendez-vous avec ces 2 représentants d'Estera. C'est par ici. Ce qui est bien, quand on joue les businessmen, c'est qu'on vous parle cash. Vous allez rattacher votre avion à une société de l'île de Man, c'est classique. La plupart des constructeurs sont très disposés à le faire, parce qu'ils savent que la TVA est un gros enjeu. Si vous enlevez 20% de n'importe quel montant, c'est énorme, alors ils le font tout le temps. Créer une société sur l'île de Man pour échapper à la TVA, ce n'est pas de la fraude fiscale. Enfin, d'après eux. Quelle que soit sa raison commerciale, une société de l'île de Man est considérée comme appartenant à l'Union européenne en matière douanière et pour la TVA. C'est testé et validé. Ce n'est pas une faille ou une combine. C'est le business. C'est une procédure communément admise. On a déjà eu des contrôles faits par les douanes françaises. On n'a jamais eu aucun problème. C'est considéré comme du commerce intracommunautaire. C'est la beauté de l'Union européenne. Ah, c'est chouette, l'Europe, vue d'ici. L'île de Man n'appartient pas à l'Union européenne, mais grâce à un accord signé avec les Britanniques, ce paradis fiscal est devenu la porte d'entrée de l'Europe. Ainsi, un avion importé via l'île de Man est considéré comme étant importé au Royaume-Uni, donc dans l'Union européenne. Une porte d'entrée surveillée par des douaniers qui seraient vraiment peu regardants. Et vous avez quel type de relation avec les douaniers ici? Nous avons de très bons rapports. C'est probablement le meilleur argument de vente de l'île de Man. Pour ces questions-là, on fait appel à Monsieur qu'on connaît très bien. Monsieur est un ancien douanier. Quand on a un problème, on le contacte et il va voir les douaniers. Et s'il y a la moindre bizarrerie dans le dossier, ils sont très contents de trouver la solution. On a vraiment de très bons rapports. Quand on sort de chez Estera, les douaniers sont au bout de la rue, dans ce bâtiment en briques rouges. Nous resterons sagement à l'extérieur. Mais en tout cas, si les douaniers sont aussi serviables que l'affirme Estera, ceux qui planquent leur jet ici ne risquent pas d'être inquiétés. Pendant que nous arpentons la ville dans la peau d'un acheteur d'avions, d'autres journalistes du consortium roulent jusqu'au Jet Center de l'île de Man. The place to be pour les avions privés et leurs très riches passagers. Luxe, calme et confidentialité. Un lieu vraiment accueillant que nous découvrons avec le manager. Vous offrez à dîner à vos clients? Oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, ils ne restent pas très longtemps. C'est dommage. C'est très confortable. Oui, bien sûr. Mais compte tenu de leur position, vous savez, ils ont rarement le temps. Qui sont vos clients? Évidemment, c'est confidentiel. Je ne vous donnerai aucun nom. Eh bien, vous avez des gens riches et d'autres qui le sont de manière incompréhensible. Au Jet Center, on protège l'identité des clients et on fait toutes les formalités. C'est tellement simple que même un gamin qu'on dirait tout droit sorti d'un boys band peut s'en occuper. Ça prend combien de temps d'immatriculer un avion? Quand tout est en place, l'avion arrive et peut redécoller au bout d'une demi-heure. La seule chose dont on a besoin quand l'avion est là, ce sont les papiers pour la TVA et les douanes, que doivent apporter l'équipage ou le propriétaire.
On vérifie et l'avion peut repartir. Combien d'avions sont importés ici? 6 à 10? Oui, entre 6 et 10. 6 et 10. 6 à 10 par mois. Par mois. Importés par l'île de Man. C'est ça. En moins de 10 ans, 970 appareils ont été immatriculés ici. Un jet pour 80 habitants. Pas mal pour un rocher battu par les vents de la mer d'Irlande. Mais qui sont ces riches propriétaires capables de braver les intempéries pour cacher leur jet dans ce paradis fiscal? Dans les listings d'Appleby, prenons le jet immatriculé GLCDH. Un Challenger 605 importé en Europe en janvier 2013. Il est la propriété d'une société basée aux îles Vierges britanniques, baptisée Stealth Aviation. En français, stealth, cela veut dire furtif. Cette société furtive loue l'avion à une autre société qui s'appelle aussi Stealth, mais basée cette fois sur l'île de Man. Là, l'avion est loué à l'entreprise Hangar 8. Au final, l'appareil est utilisé par l'entreprise BRV à Guernesey et un certain Lewis Hamilton, sujet britannique et champion du monde de Formule 1. Cette cascade de sociétés n'a qu'une utilité, donner l'illusion d'une véritable activité commerciale de location. La réalité est beaucoup plus simple. Les sociétés écrans appartiennent à Lewis Hamilton. Il est le propriétaire de l'avion qu'il se loue à lui-même. Le jet a coûté 22 millions d'euros. Grâce au service d'Estera, Lewis Hamilton a économisé 3 700 000 euros de TVA. Pourtant, les règles européennes sont claires. Une société qui est une coquille vide n'a pas le droit de récupérer la TVA. Officiellement, le jet de Lewis Hamilton est indispensable à son travail. Pour le vérifier, on vous a fait une petite sélection de photos tirées des réseaux sociaux. Regardez, ici, il discute pneumatique pour le prochain Grand Prix avec ses chiens, Roscoe et Bosco. Là, c'est une réunion stratégie de course avec son fils. Ah ben tiens, enfin, son conseil d'administration. Mais non, c'est sa bande de potes. On a bien trouvé une photo où il bossait vraiment avec des ingénieurs, mais ce n'était pas dans l'avion. Avec les journalistes du consortium, nous avons adressé une longue lettre à Lewis Hamilton. Voici ce que ses avocats nous ont répondu. Vous devez savoir qu'il est parfaitement légal pour une personne imposable de choisir la location plutôt que l'achat pour réduire la TVA, le but principal étant d'obtenir un avantage fiscal. Obtenir un avantage fiscal. C'est bien ce qu'on vous dit depuis le début. Reprenons notre listing. Intéressons-nous à l'avion immatriculé M-Tink. Tink pour Tinkoff Oleg. Cet oligarque russe a fait fortune dans la bière et la banque. Jusqu'à l'an dernier, il possédait même une équipe cycliste. Champion du monde, Oleg. Entre 2013 et 2016, Oleg s'est acheté 3 avions chez le français Dassault, dont celui-ci. Grâce aux documents d'Appleby, on peut suivre les différentes étapes des transactions. Par exemple, la décoration des appareils aux armes de la famille Tinkoff. La peinture a été approuvée par Oleg lui-même. Pareil pour la formation de l'équipage. Dassault traite en direct avec Vadim, le bras droit de l'oligarque. Cher Vadim, permettez-nous de vous présenter Madame, qui s'occupera de toutes les questions liées à l'entraînement des pilotes. Et c'est Oleg lui-même qui prévient Dassault du départ des virements. Ça marche, je paye demain. Mais étonnamment, dans les contrats de vente, Oleg disparaît. Le constructeur français Dassault vend des avions à une coquille vide, la société Stark, domiciliée chez Appleby, sur l'île de Man. Au total, pour acheter ces 3 avions,
Oleg Tinkov a payé 96 millions d'euros. Selon nos calculs, l'oligarque russe a économisé 18 800 000 euros de TVA. On aurait bien voulu en discuter avec lui, mais il n'a jamais répondu à nos courriers. 109 avions d'assaut ont été immatriculés sur le registre de l'aviation civile de l'île de Man. 60 y figurent toujours. D'après les documents en notre possession, le constructeur n'ignore rien des raisons qui conduisent ses clients à choisir l'île de Man. Nous demandons une interview du PDG de Dassault Aviation. La réponse tombe, c'est niette. Oui, bonjour, Stéphane Faure, je suis le directeur de la communication de Dassault Aviation. Monsieur Trappier estime ne pas avoir à s'exprimer sur les points évoqués par Monsieur Perrin dans son mail, voilà tout. Faites une bonne fin de journée, un bon week-end, au revoir. Alors nous prenons le train pour Bruxelles. Éric Trappier doit intervenir dans un colloque sur l'aviation. Nous voulons lui montrer la vidéo du commercial qui nous conseille l'île de Man. Mais aussi ses documents. Un mail que nous avons anonymisé, envoyé par Dassault aux avocats d'Oleg Tinkov. Et puis cette procuration, rédigée par les services du constructeur pour aider leurs clients russes à importer son jet sur l'île de Man. La conférence se tient dans l'enceinte du Parlement européen. Éric Trappier, le PDG de Dassault, est à l'heure. Élise, presque. Bonjour Monsieur Trappier, c'est Élise Lucet, Cache Investigation, Vous allez bien ? France 2. Très bien, oui. Très bien. Je voulais vous parler des sociétés qui sont basées à l'île de Man et qui sont utilisées pour acheter vos avions et qui permettent à vos clients de ne pas payer la TVA. Est-ce que vous êtes au courant de ce montage? Est-ce que vous êtes au courant de ce système? Je suis bien au courant. Il n'y a pas un euro qui est perdu pour la TVA française. Il n'y a pas un euro qui est perdu pour la TVA française. Alors nous, on a des documents. On a filmé une scène où un de vos commerciaux... Les documents, c'est compliqué. Si, Ce que on je les a. sais, c'est qu'on est totalement en ligne avec les lois françaises et européennes. Ouais. Et que nous sommes en plus enregistrés dans la fiscalité française. Alors, avec ces sujets-là. Je vais vous parler de deux choses. On a enregistré une scène sur un salon aéronautique. Il y a un de vos commerciaux qui dit clairement que si on ne veut pas payer la TVA, on s'est fait passer pour des clients. Hein. C'est faux. Mais attendez, J'ai comment aucun problème expliquez-vous là-dessus. qu'un de vos commerciaux de chez Dassault nous conseille à nous, clients français, de passer... Attendez, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe chez Dassault Aviation? Bercy, c'est clair avec Bercy, c'est clair avec les lois françaises. Mais vous On n'êtes donc respecte pas au courant de 100%. ce qui se passe chez vous Mais dans je un suis salon au- aéronautique? Je suis au courant de tout. La preuve que non, regardez avec Sauf nous. que des fois, il peut y avoir des bêtises. Non mais regardez, donc c'est Je une vous dis bêtise. oui, car nous D'accord. ne cherchons pas jamais à éviter de payer nos impôts en France. Alors regardez, je vous montre une procuration, c'est important quand même, c'est une procuration, c'est un document de chez Dassault. Et ça permet d'exporter des avions vers l'île de Man pour ne pas payer de TVA. Et ça, c'est ce que vous proposez à vos clients. C'est faux. Ah mais non, regardez, Je ça vous c'est le des dis, c'est documents de faux. chez vous. Regardez. Mais non, c'est pas un Ça, document, il n'est pas signé, il n'y a rien. Non, mais c'est Voilà. le document Montrez-moi un type. document signé. Alors montrez-moi regardez. où est-ce que la TVA française a été lésée. Alors C'est regardez, je vous montre ça. Bah, écoutez, Ça faux. c'est bien un mail de chez Dassault Aviation. Non mais vous voyez, il y a s'agit plein de bien- noirs partout, Bah, c'est des montages. Je veux pas voir. Non, c'est pas un Ce sont montage. des montages. Monsieur Venez avec Trappier, des c'est éléments pas un montage. réels. C'est Mais pas un bon. montage. puis, c'est- Ça permet à des clients de ne pas payer la TVA en France. Vous faites votre C'est travail autant d'argent qui ne d'investigation. rentre pas dans les C'est caisses très- de l'État. c'est C'est autant faux. d'écoles, C'est- c'est autant d'hôpitaux qui ne sont pas Mais construits. Vous absolument, comprenez? je suis d'accord avec vous, c'est faux. Mais non. Nous payons la TVA en France quand il faut la payer et quand on la paye Monsieur pas. Trappier, c'est- voilà. un de vos commerciaux nous dit passez par l'île de Man, on va vous aider. Répétez pas, c'est faux. Mais c'est pas répété, Citez-moi on le l'a client. filmé. Citez-moi le client. C'est nous le client. On s'est fait Citez-moi le passer pour un client. Mais non, mais vous êtes un client, voilà, c'est un montage. Citez-moi. c'est pas Non, non, un mais moi, montage, monsieur j'ai- Trappier. J'ai les listes, moi. Ce document-là, ce mail, qui n'est pas truqué contrairement à ce que vous dites, c'est j'ai une pas été truqué, procuration. j'ai dit qu'il est pas signé. Ça concerne l'achat d'un Journaliste Falcon peut 2000 pas AX numéro de rester. série 253. Le client, il s'appelle Oleg Il n'est pas Tinkov. français, il ne paye pas la TVA. Je sais très bien qu'il n'est pas Ben voilà. français. Il a acheté 3 avions à Dassault pour 100 millions d'euros. Et en passant par l'île de Man, ça lui a permis d'économiser 18 millions Vis-à-vis de la d'euros TVA de de qui? TVA La TVA française. européenne. Attachez vos ceintures, rappel des règles fiscales. Vous êtes propriétaire d'un jet, vous souhaitez aller et venir dans le ciel européen?
Quelle que soit votre nationalité, vous devez importer votre avion en Europe et vous acquitter de la TVA sur la valeur de l'appareil. Merci pour votre attention et bon vol. Regardez. Là, moi, je vous parle de moi. Je suis un client français. Je suis dans un salon aéronautique. Mais non, c'est nous qui les avons floutés parce que les gens... Regardez ce qu'il nous dit. Allez à l'île de Man, vous pouvez l'immatriculer là-bas. Il a dit des bêtises. Mais on peut immatriculer à l'île de Man, ça dépend pourquoi faire. Mais parce qu'on lui demande de ne pas payer la TVA. Non. On lui dit clairement, nous, on ne veut pas payer la TVA. Il a dit une bêtise. Madame, je vous prie de sortir. Ok, merci. Avant de quitter Bruxelles, une dernière info. Le gouvernement de l'île de Man a reconnu avoir remboursé aux propriétaires de jets 900 millions d'euros de TVA ces 6 dernières années. Une partie de cet argent a été reversée à des sociétés écrans. C'est donc un manque à gagner pour les pays européens et leurs contribuables. Merci, Appleby. Charles ? Charles ? Ah, vous voilà enfin. Écoutez, Charles, ce monsieur au comptoir, un peu impatient, aimerait vos bons conseils pour investir toute sa fortune dans le soja. Le soja, c'est tendance, c'est sain. On en retrouve partout, sous la forme de tofu. Vous savez, les petits dés qui flottent dans votre soupe miso. Un verre de lait de soja le matin, et c'est la garantie d'une journée harmonieuse. Mais surtout, le soja est devenu la base de l'alimentation des animaux. Fini les farines animales. Maintenant, vos vaches, cochons, poulets, tout le monde est au régime soja. En un quart de siècle, la demande mondiale a explosé de plus de 231%. Pour assouvir cet appétit colossal de soja, un pays est devenu incontournable. Le Brésil, premier producteur mondial de soja, ex aequo avec les États-Unis. Dans les Paradise Papers, on a trouvé un gros dossier sur le soja brésilien. Un mariage secret entre un homme politique businessman, à la réputation douteuse, et un géant mondial des matières premières. Louis Dreyfus. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que vous connaissez Robert Louis Dreyfus. Il a été le patron de l'Olympique de Marseille pendant 12 ans, le PDG d'Adidas. Vous êtes milliardaire, mais vous n'avez pas de jet privé. Non, vous n'avez pas de jet privé. Vous en avez un de jet privé? Je suis désolé. Décidément, qui n'a pas de jet? Le milliardaire toujours cigare au bec est surtout l'héritier d'une dynastie qui a fait fortune dans le négoce des matières premières. À sa mort, c'est sa femme, Margarita Louis Dreyfus, qui reprend les commandes. Aujourd'hui, elle règne sur un empire. 81 millions de tonnes de matières premières négociées par an. 21 000 employés sur la planète. 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans les Paradise Papers, nous découvrons que le groupe de Margarita Louis Dreyfus s'est associé avec le roi du soja au Brésil. Blairo Maggi, un personnage à la réputation très controversée. Héritier, lui aussi, d'un empire familial de l'agroalimentaire, à Maggi. Milliardaire et homme politique. Son premier poste, gouverneur du Mato Grosso, un État du Brésil dans lequel son groupe produit 1 million de tonnes de soja chaque année. Un gouverneur accusé de blanchiment d'argent et de corruption. Pour financer sa campagne, Blairo Maggi est soupçonné d'avoir touché des pots de vin, 12 millions de réals, 3 millions d'euros. Blairo Maggi, le roi du mélange des genres et du conflit d'intérêts, selon Olivier Longchamp de l'ONG Public Eye. Ok, clap Olivier Longchamp, première. Cet homme, Blairo Maggi, est-ce que vous le connaissez? Blairo Maggi est donc présenté depuis une dizaine d'années comme l'un des 100 Brésiliens les plus influents au Brésil. Extrêmement riche, il est à la tête de la principale société mondiale de production de soja.
Le groupe Amadji, dont il détient 16% des parts environ, est l'une des toutes grosses entreprises brésiliennes. C'est donc une personne qui est à la fois du point de vue politique et du point de vue économique extrêmement en vue au Brésil. Ces multiples casquettes, franchement, ça peut entraîner des conflits d'intérêts. Oui, il a été accusé d'ailleurs de conflits d'intérêts. On a à plusieurs reprises lu des témoignages. On disait, mais au fond, la politique qu'il pratique, elle est destinée avant tout à servir les intérêts de son propre groupe ou de groupes analogues aux siens. Il était aussi mis en cause pour son rôle dans la déforestation du Mato Grosso, qui était l'État dont il était gouverneur. Je crois qu'il a eu, c'est Greenpeace qui lui a décerné la tronçonneuse d'or. Voilà, il a reçu ce prix. Ça dit beaucoup de choses. Il a reçu ce prix parce que dans les 2 années qui ont suivi son arrivée à la tête de cet État, comme gouverneur, il a autorisé le défrichage d'une surface qui représente à peu près l'Île-de-France dans la forêt amazonienne. D'accord. Défrichage qui servait à mettre ces terres en culture, notamment pour y produire du soja. Et on lui a demandé des comptes et il s'est justifié en disant qu'au fond, la forêt amazonienne était vaste et que cette petite zone n'était pas si importante que ça. L'Île-de-France, c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Et c'est ça qui lui avait valu cette tronçonneuse d'or. La tronçonneuse d'or. Pour le roi du soja et gouverneur du Mato Grosso, c'est lui, de dos. Pas ravi d'avoir gagné le prix du plus grand déforesteur de l'Amazonie. Ce jour-là, il est reparti sans son trophée. Le CV de Blairo Maggi n'a pas empêché le groupe Louis Dreyfus de sceller un accord avec lui. Et c'est le cabinet Appleby qui va rédiger le contrat de mariage. Une joint venture où les 2 partenaires sont à 50-50. Avec une particularité demeurée jusqu'ici secrète, sa filiale Amadji Louis Dreyfus Commodities International, domiciliée aux îles Caïmans. Là-bas, c'est encore un autre paradis fiscal. Le taux d'imposition sur les sociétés, 0%. Petit rappel, en Europe, il est en moyenne de 23%. Selon ce document confidentiel, la filiale Amadji Louis Dreyfus compte dégager un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. 3 semaines après ce mariage aux îles Caïmans, Louis Dreyfus Brésil fait une donation de 250 000 réals, plus de 100 000 euros, à un candidat aux élections sénatoriales, devinez qui? Blairo Maggi. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à bord d'un taxi brésilien dans les faubourgs de Campinas. Pour nous rendre au 24e Congrès international des industriels du blé, à la rencontre de Blairo Maggi. L'ancien gouverneur et sénateur a pris du galon. Il est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. Joli job. Mais attention, il est venu inaugurer le salon en tant que ministre, hein, pas comme l'industriel qui a fait fortune dans le soja. Bah non. Nous accueillons Monsieur Blairo Maggi, ministre de l'Agriculture. Tous les produits que nous cultivons dans le pays, les bananes, les oranges, le soja, le maïs, le blé, tout cela n'occupe que 9% du territoire brésilien. Alors il faut arrêter de dire que nous sommes les méchants. Bien sûr que nous devons prendre soin de l'Amazonie. Bien sûr. Ah, il est loin le temps de la tronçonneuse d'or. Nous attendons le bon moment pour poser nos questions au ministre Maggi sur les liens que son groupe entretient avec la multinationale Louis Dreyfus. Monsieur le ministre, nous faisons partie d'un groupe de journalistes d'investigation. Et nous avons appris qu'en 2010, vous aviez ouvert une joint venture avec l'entreprise Dreyfus dans les îles Caïmans. Nous voudrions savoir pourquoi.
Écoutez, ce n'est pas mon rôle de répondre à ce type de questions particulières qui concernent l'entreprise Amagi. Même si l'entreprise dont je fais partie, elle fait des affaires avec Dreyfus au Brésil. Nous avons des activités communes dans plusieurs domaines. Alors pourquoi dans cette île? Je ne sais pas. Il faudrait vous adresser à la personne chargée de la gestion quotidienne de l'entreprise. Ce n'est pas moi qui m'en charge. Je suis seulement un actionnaire de cette entreprise. Mais votre nom apparaît pourtant dans le registre de cette société offshore. Peut-être. Je suis l'un des associés de mon entreprise, un partenaire. Mais je n'en suis pas le gestionnaire. Je n'ai pas d'activité quotidienne dans l'entreprise. Et comment expliquez-vous que cette société offshore n'apparaisse nulle part? Ni au Brésil, ni dans vos déclarations officielles, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons même trouvé la copie de votre passeport dans les registres. Regardez, c'est bizarre tout de même. Écoutez, quand une entreprise décide quelque chose, elle ne demande pas toujours son avis aux associés. Moi, je peux vous dire que personnellement, je n'ai pas de compte bancaire hors du Brésil. Je n'ai aucun, comment dit-on, compte offshore? Moi, je n'ai rien de tout cela. Et comment vous expliquez que l'entreprise Dreyfus participe au financement de votre campagne? Vous êtes le seul homme politique au Brésil qui ait reçu de l'argent du groupe Louis Dreyfus? En fait, il s'agit d'une relation très ancienne. Dreyfus est un partenaire commercial de Amagi depuis plus de 30 ans, ce qui veut dire qu'on ne se connaît pas depuis hier. Quand vous faites une campagne électorale, vous recherchez des financements, c'est totalement légal. Rien d'illégal dans cette affaire, j'en suis absolument sûr. Au revoir. Allez, allez, circulez, il n'y a rien à voir. À écouter le ministre, il n'est qu'un petit actionnaire d'une banale société offshore aux îles Caïmans, en partenariat avec Louis Dreyfus, qui lui a juste financé sa campagne électorale. Pour Blairo, tranquillo. En 2010, au moment de la signature de la joint venture avec Dreyfus, Blairo Maggi va recevoir une donation du groupe Dreyfus pour cette campagne électorale. Vous le saviez, vous, ça? Pour moi, c'est toujours assez choquant de voir à quel point les groupes économiques interfèrent dans la vie politique en soutenant les candidats dont ils estiment ou ils espèrent que ces candidats leur seront favorables du point de vue des décisions qu'ils vont prendre. Ouais. Je trouve qu'on est avec quelque chose qui est hautement problématique du point de vue simplement de la démocratie et de l'exercice de la démocratie. Toujours dans les Paradise Papers, on a découvert que cette joint venture possédait une société enregistrée aux îles Caïmans. Est-ce que ça vous semble bizarre ou pas? Non, ça ne me semble pas spécialement bizarre dans la mesure où c'est quelque chose de tout à fait commun. Lorsque vous avez des grands groupes internationaux qui font des affaires, en particulier dans le secteur du négoce, il est courant qu'ils fassent des affaires à travers des sociétés offshore à un endroit où ils seront imposés très faiblement. D'accord. Donc on va dans un paradis fiscal pour faire remonter un chiffre d'affaires et pour être moins imposé sur les bénéfices. On est d'accord avec ça? Oui, en règle générale, il s'agit simplement de disposer de conduits financiers. C'est des sociétés qui existent que sur le papier. On est avec des sociétés qui ont très rarement des employés, parfois juste c'est des pures coquilles vides, des sociétés fictives quelque part, qui du coup sont un peu comme ça, comme un navire qui flotterait en haute mer, soumise à aucune réglementation. Vous diriez que c'est la jungle? Non, je dirais pas que c'est la jungle, mais c'est un espace qui reste extrêmement libéralisé. Peut-être un des espaces les plus libéralisés à l'échelle mondiale aujourd'hui, bien davantage, je pense, que le secteur financier. Ce qui est étonnant, on n'aurait pas forcément cette idée. Oui, en tout cas, le grand public n'a pas cette image. En tout cas, si ce n'est pas la jungle, c'est un monde où il y a très peu de régulation et c'est un monde très opaque, de clair. C'est un monde extrêmement opaque, pratiquement entièrement exempt de régulation. L'affaire est dans le sac. Une cascade de sociétés et une filiale aux Caïmans, montée par le cabinet Appleby, le champion de la finance offshore, pour le compte de 2 géants. Et sur le terrain, voilà à quoi ça ressemble. Rien de fictif. Le port de Tegram, au nord du Brésil, l'un des plus grands, l'un des plus modernes. 2 gigantesques silos remplis de soja. C'est le fruit du mariage entre Amagi et Dreyfus. Aujourd'hui, on se croirait au péage de Saint-Arnoux, sur la 10. Il y a du monde qui décharge. Et voici le camion machine à sous.
Jackpot. Allez, on écoute du soja haut débit. « 20 tonnes d'or brun. » Le soja, chez Dreyfus et Amagi, on ne le déguste pas avec des baguettes, mais avec un tractopelle. ¿Dónde viene el soja aquí? Todo Brésil? Non, c'était juste pour dire que c'est là où on se dit que ça servait vraiment à rien de faire allemand langue vivante 2, j'aurais dû faire espagnol. Mais non, c'est pas grave. Vas-y, Édouard, règle ton casque et repose ta question. De quelle région provient le soja qui est chargé au port de Tegram? Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Bahia, Tocantins, 5 États. 5 États. Et quelle est la quantité maximum de soja dans ce silo? 125 000 tonnes dans chaque entrepôt. Récapitulons. Un beau terminal et du soja à foison. Mais le problème, c'est que pour acheminer des millions de tonnes de soja du centre du pays vers la mer, il n'y a que ça. La BR 163, une vieille route construite dans les années 70. Sur des tronçons entiers, c'est une piste minée de nids de poules, fréquentée par une noria de camions de soja. Attention, ça brinque-balle. Attends, là, on est en sandwich, je peux y aller. Bingo. Vas-y. On va aller gagner jusque là. Je trouve que c'est un peu chaud. La route de l'impossible, sur une carte, est un long ruban. La BR 163 s'étire sur plus de 4000 km. Elle relie les grandes zones de production du soja au port du Nord. Un axe stratégique pour le business qu'il faut bitumer à tout prix. Et pour ça, il y a Blairo Maggi qui va utiliser toute sa puissance politique et financière à grand renfort de com. Dans toute l'histoire du Mato Grosso, 1940 km de routes ont été goudronnées. Moi, en 8 ans, j'ai fait bitumer plus de 4000 km de routes. Voilà comment le roi du soja est devenu le roi du bitume. Vous comprenez pourquoi il est très utile de s'associer avec Blairo Maggi quand on veut faire du business au Brésil? Ainsi, quand la BR 163 sera complètement goudronnée, le soja sera chargé dans les ports de Santarém et de Tegram pour atteindre l'Europe et la Chine. Avec la nouvelle route du soja, c'est 30% de temps économisé. Bravo, Blairo. Cette route du soja est l'illustration parfaite du double jeu de Blairo Maggi. C'est ce que dénonce Adriana Ramos, 24 ans qu'elle travaille pour l'Institut socio-environnemental, une ONG brésilienne. Maggi était le gouverneur du Mato Grosso quand ils ont eu l'idée de goudronner la route. Ils voulaient goudronner la BR 163 pour permettre le transport du soja produit au Mato Grosso, État dont il était le gouverneur, jusqu'au port de Santarém. Son intention était d'établir une liaison directe entre le Mato Grosso et le port de Santarém. Au niveau politique, Maggi faisait la promotion de la BR 163 et en même temps cela servait les intérêts de son entreprise. Donc il jouait sur les deux tableaux. Le mélange des genres, ce n'est pas la seule chose que les Brésiliens reprochent à Blairo Maggi. Le nom de son groupe apparaît dans l'une des plus grandes affaires de déforestation au Brésil. L'affaire Vilela. Du nom de ce patron accusé d'avoir détruit près de 14 000 hectares de forêt en pleine réserve indienne. Selon ce document,
Vilela a reçu plusieurs versements des membres de la famille Magie, la dynastie du soja. En tout, 2,5 millions d'euros. La justice s'intéresse aux liens financiers entre un industriel du bois et l'actuel ministre de l'Agriculture. Ceux qui ont sorti l'affaire Vilela, ce sont les enquêteurs de choc d'IBAMA, la police de l'environnement. 230 hommes qui luttent contre la déforestation dans l'état du Pará, un territoire 2 fois plus grand que la France. À leur tête, Maria Luisa González. S'attaquer au gros bras lui a valu le surnom de Diable Blond. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur l'affaire Junqueira-Vilela ? Le cas de Vilela est très emblématique de la déforestation en Amazonie, car elle n'est pas pratiquée que par des petits propriétaires, mais aussi par des grands producteurs. Ceux qui pratiquent la déforestation à grande échelle, comme le groupe Vilela, ont beaucoup de moyens, car ça coûte extrêmement cher. Déforester 500 hectares coûte au moins 100 000 euros. Et on sait qu'il existe des groupes politiques très puissants derrière eux. Aujourd'hui, notre ministre de l'Agriculture... je ne peux pas en dire plus, puisque je travaille pour le gouvernement, donc c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends. Mais pour moi, c'est surréaliste que le ministre de l'Agriculture soit l'un des plus grands responsables de la déforestation de l'Amazonie. Ce mariage entre agrobusiness et politique fait des ravages dans le pays. Avec à la clé, déforestation, expulsion, violence. En 2016, au Brésil, 1536 conflits recensés sur le partage des terres. Une année noire pour les paysans, avec 61 assassinats. Armes à feu, machettes, bienvenue dans le Far West brésilien. La violence a atteint son paroxysme le 30 avril 2017, quand des Indiens Gamela ont été mutilés par des propriétaires terriens. Nous sommes partis à la rencontre des Gamela. Leur camp de base n'est pas niché dans la forêt amazonienne, mais dans cette maison au bord de la route. Les Gamela restent traumatisés après les atrocités du 30 avril dernier. Ce jour-là, une poignée d'Indiens tentent d'aller récupérer une de leurs terres. Ils sont accueillis par des hommes en armes. L'expédition se solde par un déferlement de violence. Lui, c'est Zé Canaro. Il a eu la main droite coupée avec une machette. Lui, c'est Adelir. Il a eu les mains arrachées. Et il a reçu des coups sur la tête. Kumtum, le chef des Gamela, a échappé de peu à la mort. Sur cette photo, c'est une balle qui m'a éraflé la tête. Ils ont tiré pour vous tuer? Oui, pour me tuer. Une danse, bien maigre défense pour ces Indiens qui réclament la terre de leurs ancêtres. Selon eux, le droit du sol, inscrit dans la constitution brésilienne, est constamment piétiné. Ici et dans tout le Brésil, les agriculteurs disent toujours la même chose. Les Indiens n'étaient pas là avant. Dans quel objectif? Nous prendre nos terres. La conséquence la plus grave, c'est que nous entrons dans une nouvelle chasse aux indigènes. Non seulement à cause des lois, mais aussi à cause des tueries. C'est l'effet domino. Plus de culture intensive conduit à plus de déforestation et donc à toujours plus de pression sur les Indiens et sur leurs terres. Avec Blairo Maggi comme ministre de l'Agriculture, ce n'est pas près de s'arranger.
Résumons. Un partenaire douteux. De jolis silos pour exporter le soja partout dans le monde. Une discrète société aux îles Caïmans pour y faire passer du chiffre d'affaires. Voilà ce qu'il y a dans la corbeille de mariage entre Louis Dreyfus et Amagy. Nous avons demandé à pouvoir interviewer la présidente Margarita Louis Dreyfus ou l'un de ses représentants. Ça a été non à tout. Nous avons envoyé un long courrier à Eleni Androulaki, la directrice de la communication, avec des questions détaillées sur leurs activités brésiliennes et leurs liens avec Blairo Maggi. 1 mois d'attente, c'est long. Après plusieurs relances, toujours pas de réponse. Il est temps d'aller rencontrer Eleni Androulaki en personne. Le groupe Dreyfus est basé en Hollande, mais le cœur de son activité est situé en Suisse, à Genève. Bonjour madame, on voulait voir quelqu'un de Louis Dreyfus Compagnie, s'il vous plaît. Oui, 4e étage. 4e étage, parfait. Ok, merci beaucoup. Dans le hall d'entrée, la présence du groupe Alors, ils sont où? Ils sont là. est discrète. Allez. Bonjour mademoiselle, on voudrait voir quelqu'un de la communication, s'il vous plaît. Je suis Élise Lucet, France 2. France 2. Oui, bonjour. J'ai les équipes de France 2 à la réception. De rien. Depuis ses bureaux, le groupe Louis Dreyfus mène ses activités de négoce avec le monde entier. Vous avez combien de personnes qui travaillent ici sur les plateaux là? En tout 400. Mais... 400, 400 ouais. Ah oui, c'est une grosse antenne alors. Ça, c'est les opérations de trading qu'on voit là-bas, non? Tout à fait. Ok. Des centaines de courtiers pour vendre et acheter les matières premières, dont le soja brésilien. C'est le centre névralgique du groupe. Et c'est ici que travaille Eleni Androulaki. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Eleni? Oui, c'est moi. Oh, je suis tellement ravie de vous voir. Je suis Élise Lucet de France 2. Je ne vous attendais pas. Pardon, mais nous avons des questions à vous poser. Bonjour, on ne s'est pas présenté. Enchanté. Édouard Perrin, il vous a écrit beaucoup de mails. Oui. Ce qui nous semble étrange, c'est qu'il n'y a pas de trace dans vos documents officiels sur cette société enregistrée aux îles Caïmans. On voulait savoir pourquoi. Je suis sûre qu'il y a de bonnes raisons pour cela, mais je ne veux pas vous donner une réponse incomplète, parce que je suis sûre que vous souhaitez bien faire votre travail. Oui, bien sûr. Et donner de vraies informations à votre public. Oui. Donc, mais s'il n'y a pas de trace de cette société aux îles Caïmans, c'est parce que c'est secret? Encore une fois, je sais que ça vous intéresse, Oui, bien sûr. mais je vous demande, s'il vous plaît, d'être un peu patient. On attend 1 heure, 2 heures? Je ne peux pas vous donner de délai, désolée. Mais on est venu exprès de France, rien que pour vous. Mais c'est dommage de ne pas nous avoir prévenus, on vous aurait bien reçu. Si on veut vous voir, c'est qu'on a des documents. Cette joint venture est faite avec 7 hommes. Son nom, c'est Blairo Maggi. Désolée, je ne suis pas au Brésil, je n'ai pas les détails. Mais laissez-nous vous répondre de façon appropriée. Ok, on va vous laisser cette possibilité. Si vous voulez bien vous asseoir. Ok, merci beaucoup. Merci. On va attendre. Je vous tiens au courant. Ok. Comme on nous a poliment demandé d'attendre, on a attendu. Plus d'1 heure. Bonsoir, monsieur. Le temps de boire un verre d'eau, de regarder la vidéo à la gloire du groupe, d'admirer la déco du hall d'entrée avec les portraits des ancêtres Dreyfus et des vieux papiers qui racontaient déjà comment faire du blé en Amérique. Voici les réponses à vos questions. Ok. Est-ce que vous pouvez rester 2 minutes avec nous? Non, je ne peux pas vous aider plus. Je voulais juste vous dire au revoir. Juste une question. Oui, je suis désolée. On vous a demandé si vous aviez déclaré aux autorités votre société aux Caïmans. Vous répondez oui. Et ensuite, on vous demande si vous pouvez le prouver. Vous dites oui, mais vous ne voulez pas nous donner ces preuves, parce que ce sont des informations confidentielles.
Je n'ai rien d'autre à dire. Vous avez toutes les réponses ici. Si vous avez d'autres questions, nous serons ravis d'y répondre. Mais vous êtes bien la responsable mondiale pour la communication du groupe. Oui. Donc c'est bien vous? Oui, c'est moi. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses pour tout. Mais les réponses sont ici, on ne peut pas aller ailleurs. Je ne vous ai pas dit d'aller voir ailleurs. Vous pouvez toujours m'écrire, vous avez mon adresse. Et je ferai de mon mieux pour vous répondre. C'est ce qu'on a fait, de façon très ouverte, depuis 1 mois. On a été très ouverts dans nos réponses. On a dû venir vous voir pour ça. On avait prévu de vous envoyer ces réponses aujourd'hui. Donc je suis désolée que vous ayez dû venir. Ok, on va rester ici. On va lire et si on a des questions supplémentaires, comme vous voulez, on vous les posera. Peut-être on aura d'autres questions. Merci beaucoup. Et on vous les posera. Merci beaucoup. Ce coup-ci, on ne reverra plus Eleni Androulaki. Nous allons prendre le temps de lire attentivement le communiqué. C'est vite vu. La seule chose qu'il nous apprend, c'est le chiffre d'affaires réalisé par leur filiale au Caïmans. En 2016, Amaji et LD Commodities SA a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 174 millions de dollars. 174 millions de dollars, près du double de ce qui était prévu lors de la création de la filiale. Question 10. Pour ce qui est de faire du business avec la société Amaji, qui a reçu la tronçonneuse d'or... Réponse. Le groupe Louis Dreyfus sélectionne ses partenaires avec la plus grande attention. Merci, au revoir. Bref, RAS chez LDC. Ah, le monde merveilleux des matières premières. Un secteur qui ressemble au Far West, où parfois tous les coups sont permis. En épluchant les dossiers secrets d'Appleby, un autre grand nom des matières premières sort du lot. Glencore. Vous ne connaissez pas Glencore? Alors c'est parti pour 30 secondes de Glencore dans notre quotidien. Les voitures électriques, Glencore. Nos téléphones portables et nos tablettes, Glencore. Les câbles électriques, Glencore encore. Les vélos électriques, Glencore encore et encore. Glencore, j'adore. Le groupe est un géant des matières premières. Le premier négociant de la planète, l'un des plus gros producteurs. 155 000 employés dans le monde. 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Tout ce qui vient du sol, ou presque, Glencore le fournit. Cuivre, zinc, nickel, alliage, aluminium, charbon, pétrole et même les produits agricoles. Dans la base de données des Paradise Papers, quand on tape ces 8 lettres, on obtient plus de 34 000 réponses. Une masse colossale de documents. Glencore est l'un des plus gros clients d'Appleby. 1 300 000 € d'honoraires aux Bermudes, rien qu'en 2016. Appleby a déployé tout son savoir-faire pour aider le géant des matières premières à tisser une incroyable toile à travers toute la planète. Pour cacher certains de ses contrats et brouiller les pistes, une myriade de structures offshore. Voici la nébuleuse Glencore, révélée pour la première fois de manière aussi complète. Les sociétés que le groupe contrôle, leurs liens entre elles. Tout cela aurait dû rester secret, planqué dans les armoires d'Appleby. Glencore figure sur la liste des clients confidentiels. Grâce aux documents en notre possession, nous allons vous révéler comment la multinationale met la main sur les richesses de la planète, quitte à s'affranchir des lois. Pour trouver ce mastodonte, très discret, il faut prendre le train pour la Suisse et grimper vers les alpages. Sur les rives du lac de Zug, la petite ville de Bar. Ce sobre bâtiment
c'est le QG mondial de Glencore. Aucun signe extérieur de richesse. Ici, on déteste attirer l'attention. Alors, quand nous filmons les façades, on nous prend en photo. Bonjour, madame. Oh, bah c'est ballot. Pour tout vous dire, nous ne sommes pas venus en Suisse pour nous faire tirer le portrait, mais pour assister à l'Assemblée générale des actionnaires. Ça se passe dans cette modeste salle des fêtes. Vous connaissez la musique. Pour pouvoir entrer, on a acheté une action. Et pour filmer, on a emporté une caméra cachée. À la tribune, Ivan Glasenberg, le directeur général de Glencore. Quand on regarde les chiffres, en 2035, 90% des véhicules sur la planète pourraient rouler à l'électrique. Alors il faudra produire 20 millions de tonnes de cuivre en plus par an. Aujourd'hui, la production mondiale de cuivre n'est que de 23 millions de tonnes. Il faudra produire 1 800 000 tonnes de nickel en plus. Aujourd'hui, on n'en produit que 2 millions. Quant au cobalt, les chiffres sont fous. Il en faudrait 670 000 tonnes. Aujourd'hui, le monde n'en produit que 100 000 tonnes. Au regard de ces chiffres, Glencore est le plus gros producteur mondial de cuivre, de nickel et de cobalt. Donc nous allons tirer le meilleur profit des véhicules électriques dans le futur. Cuivre, nickel, cobalt. Le géant suisse décroche le tiercé gagnant. Il a mis la main sur les plus belles mines, les plus productives. Au sud de la République démocratique du Congo, la région de Kolwezi. Quand on la survole, impossible de rater les deux trésors de Glencore. Les mines de Kamoto et de Mutanda. Elles contiennent d'énormes gisements de cuivre et de cobalt. Et elles ont une particularité, elles produiraient les minerais les plus purs du monde. Forcément, on a envie d'approcher de plus près ces deux joyaux de la multinationale. Pour pouvoir visiter les mines de Glencore, il y a une procédure. Appelez le siège en Suisse. Bonjour Edouard, comment allez-vous? Au bout du fil, l'un des responsables de la communication mondiale de Glencore. Du genre à vouloir tout contrôler. Est-ce qu'on pourrait avoir vos questions à l'avance? Et est-ce qu'on pourrait choisir en quelque sorte ce qu'il y aura dans la version finale? Ce serait possible? De voir les questions en avance? Exactement. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Est-ce que ce serait possible, après votre tournage, pourrions-nous voir ce que vous allez utiliser au final? Ah non, je n'ai jamais fait ça. Jamais. J'en suis sûr, mais si vous ne demandez pas, vous n'obtenez rien. C'est pas le même travail. Si je le faisais, je travaillerais dans la communication et je gagnerais plus d'argent. D'accord, ok, bien sûr. Après 48 heures d'attente, la réponse tombe. C'est oui, pour visiter la mine de Mutanda. L'entreprise fixe ses conditions, listées dans ce mail envoyé de Suisse. Demander aux employés leur permission avant de les filmer, normal. Leur demander leur accord pour une interview, ok. Et les laisser recommencer l'interview s'ils ne sont pas contents de leur réponse, ah bah non. Bon, c'est tout. Ah si, un dernier détail. On sera accompagné par cette dame, Francesca Santinelli. Non, ne me filmez pas, à moins que j'apparaisse très mince. De la coquetterie? Non. Plutôt des consignes, venues de Suisse. Je veux pas trop être filmée. Mais vous allez être interviewé? Je peux répondre à des questions, mais je ne peux pas donner d'interview. Bah du coup, voilà pour vous, Francesca. Mais bon, sans interview, ça va être compliqué. D'autant qu'on n'a même pas le droit de filmer depuis la voiture. Thomas, tu es vilain. Voilà ce que tu es vilain. À peine le temps de tourner ces images. Les mineurs qui prennent leur service au petit matin. Ils sont 3500 à travailler ici. Avec les sous-traitants, la mine emploie au total 7000 personnes. Le premier site que nous avons enfin le droit de filmer, c'est ce puits à ciel ouvert. Mais le responsable ne veut pas non plus passer à la télé. Je peux vous mettre un micro? Je préfère ne pas être enregistré. On peut filmer et c'est tout.
Oui. Je peux rapporter les propos des gens? Oui. C'est tout sauf de la télévision. C'est pas grave, Edouard. On va décrire la mine. Ce puits mesure déjà 160 mètres de profondeur. Chaque jour, 60 000 tonnes de minerais sont extraites. Le chargement de 700 bennes. Mutanda est l'une des mines les plus riches du monde. Elle abrite notamment 16% des réserves mondiales de cobalt. C'est l'une des plus grandes mines de cobalt. Au monde? Oui, oui, au monde. Ce site? Oui, ce site. Une fois extrait, à quoi ça sert le cobalt? Le cobalt sert dans plein de domaines. La plus grande utilisation, c'est pour les voitures électriques. Mais on se sert aussi du cobalt dans les batteries. On en trouve aussi beaucoup dans les smartphones. Presque tous les iPhones du monde ont du cobalt provenant de la mine de Mutanda. Le cobalt, une excellente affaire pour Glencore. Son prix a augmenté de 89% depuis janvier 2017. Après la mine, l'usine de transformation, où les minerais de cobalt et de cuivre deviennent du métal. Mais là encore, aucun employé pour nous répondre. Est-ce que je peux vous interviewer? Non, je ne préfère pas être filmé. Ah, vous non plus? Non. Tout le monde ici est timide face à la caméra. Oui. Tout ce que nous pourrons filmer, ce sont ces plaques de cuivre. L'or rouge de Glencore. Au moment du tournage, la tonne de cuivre se vendait 5 200 € sur le marché. Ces 16 lots de plaques valent donc une petite fortune, 150 000 €. De Mutanda, chaque année, 220 000 tonnes de cuivre et 24 000 tonnes de cobalt sortent sur ces camions. Selon nos calculs, le chiffre d'affaires de la mine dépassera cette année les 2 milliards d'euros. Pour mettre la main sur ces richesses, merci pour la visite. Glencore n'a pas mégoté sur les moyens. Tout près d'une cité ouvrière, un gigantesque puits à ciel ouvert. L'autre fleuron de Glencore dans la région, la mine de Kamoto. Sa conquête par la multinationale a fait l'objet d'une bataille féroce, où se mêlent argent, influence, intermédiaires douteux et soupçons de corruption. Dans les Paradise Papers, nous avons eu accès à des documents secrets, les comptes rendus des réunions de la société qui détient ces mines, la Katanga Mining. Il raconte comment Glencore a pris le contrôle de Kamoto et fait plier l'État congolais. Premier épisode, le 23 juin 2008, à l'hôtel Hilton de l'aéroport de Zurich, réunion du conseil d'administration de Katanga Minings. À l'ordre du jour, les mauvaises nouvelles en provenance de RDC. L'État congolais a décidé de renégocier à la hausse tous les contrats miniers, même celui de Katanga Minings. Pour les actionnaires, cette hausse est inacceptable. Commence alors un long bras de fer. Le 13 octobre 2008, nouvelle réunion. Les Congolais demandent désormais 585 millions de dollars pour exploiter les mines. Dans le secteur, on appelle ça un pas-de-porte. Glencore et les autres actionnaires ne veulent payer que le quart de cette somme, 140 millions. Alors, c'est le moment de l'appel à un ami. Salut Dan, je t'appelle, on a un pépin au Katanga. Dis donc, tu connais du monde là-bas? Hein? Tu pourrais débloquer la situation? Cool. La bise, Dan, super, merci. La bise, Dan. Dan, c'est Dan Gertler, un personnage sulfureux.
l'homme d'affaires israélien a fait sa fortune avec les diamants de la RDC. Une mainmise sur le secteur qui lui vaudra en 2001 des critiques très dures dans un rapport sur le pillage des ressources du pays. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, accuse. Les transactions de Gertler, un cauchemar pour la RDC et une catastrophe pour le commerce local des diamants. Mais ça ne freine pas les affaires de Dan Gertler. Après les diamants, il investit dans les mines de cuivre et de cobalt. Gertler a le bras long. Comme en témoignent ces images inédites, filmées en 2006. Lors du mariage de Joseph Kabila, le président de la République, le milliardaire fait partie des invités d'honneur. C'est à ce personnage très influent que Glencore fait appel pour négocier avec l'État congolais. Elisabeth Cassens travaille pour une fondation américaine. Elle a eu accès aux contrats de toutes les sociétés minières de RDC. Avec nous, cette spécialiste décrypte les documents des Paradise Papers. Elisabeth Cassens, clap première. Est-ce que vous connaissez cet homme? Évidemment, dans le secteur minier, il est difficile de ne pas connaître cet homme. Donc il s'appelle Dan Gertler, c'est 2008. À ce moment-là, l'État congolais demande aux actionnaires étrangers des mines d'augmenter leur contribution, c'est-à-dire de payer davantage pour l'exploitation des mines. Voilà, donc l'État a cherché à récupérer plusieurs types de recettes, dont ce qu'on appelle là-bas les pas de porte. Donc c'est ça, c'est effectivement ça, c'est des espèces de bonus qu'on paye pour pouvoir accéder au secteur. Donc ça veut dire que dans cette affaire, très clairement, on retrouve Dan Gertler, on retrouve Glencore, on est en 2008, on est bien d'accord, au moment de la renégociation des droits d'entrée, et Glencore et Dan Gertler ne paient pas ce droit d'entrée que toutes les autres entreprises paient. En fait, eux, ils arrivent à négocier à la baisse et qu'ils ne payent qu'un quart du pas de porte, donc de ce bonus, comparé aux autres entreprises. Mais pourquoi? Ils ont eu un traitement de faveur, clairement. C'est là que la question se pose. Comment se fait-il que cette société-là puisse payer un pas de porte beaucoup plus bas, d'autant plus qu'en fait, cette société-là a récupéré parmi les plus importantes mines du secteur, qui détenaient parmi les plus grandes réserves. Elle aurait dû payer un pas de porte de plus d'un demi-milliard de dollars. Et au final, elle s'est engagée à seulement payer 140 millions. Après l'intervention de Dan Gertler, les exigences de l'État congolais passent de 585 millions de dollars à 140 millions de dollars. Ça représente une économie de 445 millions. 445 millions de dollars, qu'est-ce que ça veut dire pour le Congo? Le budget du Congo, annuellement, c'est 3 milliards. Au total. Ah oui, donc là, on est à 1/6 du budget quasiment. Surtout à l'époque. À l'époque, ça ne dépassait pas 3 milliards. Donc quand on dit une économie de 445 millions de dollars... C'est 1/6 du budget. Gigantesque. Ça dépasse le budget prévu pour la santé et l'éducation. C'est énorme. Énorme. Tellement énorme qu'on se pose une question. Quel est le secret de l'intermédiaire milliardaire? Dans ses affaires en RDC, Dan Gertler a pu compter sur un homme, Augustin Katumba Mwanke, le personnage clé du secteur minier au Congo. L'homme qui murmure à l'oreille du président Kabila. Dan Gertler a su s'en faire un allié indéfectible. Dans ses mémoires, voici comment Augustin parle de son ami Dan. « Dan, mon ami, mon frère jumeau, je suis fier d'être le frère que tu n'as pas eu. » Touchant. Quand Augustin tombe malade, c'est Dan qui le fait soigner à ses frais en Israël. Augustin Mwanke meurt en 2012. Le président Kabila assiste à ses obsèques. Et regardez, qui est au premier rang à 2 chaises du président Kabila? Dan Gertler. Sa place, au cœur du pouvoir, Dan Gertler l'aurait en réalité acheté. C'est ce que permet de comprendre une décision de justice aux États-Unis. Une entreprise américaine est poursuivie pour des faits de corruption, notamment en RDC. Selon les enquêteurs, c'est Dan Gertler qui a remis les pots de vin.
Est-ce que vous connaissez ce tableau que nous avons ici? Je crois que oui. Oui, donc c'est un extrait notamment donc, de ces documents de justice américaine. Ce document prouve des faits de corruption menés par Dan Gertler, direct, avec le président Kabila, ou alors avec Augustin Katumba Mwanke. Donc ils sont ici officiels 1 ou officiel 2, et les sommes sont assez énormes. Pour la seule période allant de novembre 2010 à février 2011, donc franchement c'est très court, hein, c'est quelques mois, la justice américaine prouve que Dan Gertler a versé 20 millions de dollars au président Kabila et à Augustin Mwanke. C'est pas entre guillemets de la petite corruption. Oui, et le document indique même que au total il y aurait eu des pots de vin donc à tous les officiels combinés de plus de 100 millions de dollars. De plus de 100 millions de dollars. Dont donc ces paiements directs à l'officiel numéro 1, l'officiel numéro 2. Est-ce que vous diriez, après avoir vu ce document, qui est très récent encore une fois, que la méthode de Dan Gertler, tout simplement, c'est la corruption? Depuis tout le temps, il nie qu'il a été impliqué dans ce genre de pratique. Mais encore une fois, il y a un accord clair entre la multinationale qu'il a utilisée comme partenaire et la justice américaine, comme quoi ces pratiques-là ont été utilisées. Et la multinationale américaine a accepté de payer 400 millions de dollars à la justice américaine pour le règlement à l'amiable. Est-ce que vous pensez que Glencore a utilisé sciemment Dan Gertler en connaissant parfaitement ses méthodes et ses liens étroits avec la présidence de la République démocratique du Congo? On voit que pendant très longtemps, Glencore et Gertler travaillent ensemble. 10 ans. Pendant 10 ans, et pendant une très bonne période, elles s'en défendaient. C'est un partenaire, voilà, c'est un partenaire avec qui on travaille en RDC, c'est un bon partenaire, et on voit pas le souci. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand les documents de justice américaine sortent, le langage change. En 2016. En 2016. Donc fin 2016, tout à coup, on voit, on est au courant du fait qu'il y aurait peut-être un problème avec M. Gertler. En gros, hein. Oui, donc le langage dans la presse change et on y indique, voilà, on est au courant, on va voir ce qu'on fait. Et donc, quelques mois après, ils décident de racheter la participation de Gertler dans les 2 mines dans lesquelles ils sont partenaires pour un total de près d'1 milliard de dollars, dont la moitié en cash. D'accord. En gros, vous êtes en train de nous dire qu'il a fallu que la justice américaine révèle des faits de corruption qui, pour le coup, là, sont assez clairs, pour que Glencore mette fin à sa collaboration avec Dan Gertler, et ça, c'est en 2017. C'est en 2017. Donc là, pour le coup, c'est là, c'est maintenant, seulement maintenant. La multinationale suisse a coupé les ponts avec Dan Gertler. Mais que dit Glencore de sa relation avec ce partenaire devenu aujourd'hui très encombrant? Souvenez-vous, nous nous étions invités lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Passons à la question suivante. Bonjour, je m'appelle Édouard Perrin, je viens de France. Compte tenu des risques juridiques et des problèmes de réputation associés à Dan Gertler, ma question est simple. Glencore ou ses filiales ont-elles passé des contrats avec des sociétés dans lesquelles M. Gertler était impliqué personnellement? Merci. Comme vous devez le savoir, nous avons passé des accords commerciaux avec des sociétés dans lesquelles M. Gertler est impliqué. Dans le passé, nous avons fait des prêts à des sociétés dans lesquelles il était impliqué. Et certaines de ces sociétés ont effectué des activités administratives en RDC en notre nom. Aucune d'entre elles ne nous cause de soucis. Et nous ne sommes concernés par aucune enquête. Alors, puis-je vous demander quelle vérification votre entreprise a faite sur Dan Gertler? Étendue et approfondie. Question suivante. C'est tout? Étendue et approfondie. Dan Gertler et son pédigré. Aussi lisse et clair que le lac de Tsug. Depuis, avec le consortium des journalistes, nous avons envoyé à Glencore des dizaines de questions. Et là, ils sont au courant que c'est le consortium, hein, ils savent très bien. Et par un beau matin d'automne, Glencore répond enfin. Une page de communiqué et une seule ligne de défense.
le montant du pas de porte, 140 millions de dollars, a été négocié avant l'intervention de Dan Gertler dès février 2008. Sauf que Glencore oublie de mentionner qu'après février 2008, la RDC a revu ses exigences à la hausse et a demandé non pas 140 millions de dollars, mais 4 fois plus. Allez, on traverse dans les clous en Suisse, dans les clous. Le groupe a refusé toutes nos demandes d'interviews télévisées. Dans ce cas-là, vous nous connaissez, on se fend d'une petite visite. Bonjour, nous sommes une équipe de télévision française, on arrive de Paris. Nous souhaiterions parler à monsieur... Quel est votre nom? Élise Lucet. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Même pas le temps de s'asseoir. Bonjour. Bonjour, vous êtes monsieur... Oui. Je suis Élise Lucet. Comment allez-vous? Ne filmez pas, s'il vous plaît. Élise Lucet, France 2. Ce sont vos collègues? Édouard Perrin, enchanté. Ah, vous étiez au Katanga. Hein. Décidément, ils détestent la télé chez Glencore. Suivez-moi dans la salle. Oui, bien sûr. Et demandez à vos collègues d'attendre dehors. Oui, bien sûr, ils attendent dehors. Dans le monde offshore, on préfère les conversations off. Celles-ci durent une dizaine de minutes. Voici un petit résumé de nos échanges. On a l'impression que vous tentez de minimiser le rôle de Dan Gertler dans la baisse de votre pas de porte pour Katanga Mining. Envoyez-moi un mail. Qu'est-il arrivé aux exigences des Congolais alors? Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé là-bas. On a des questions, c'est pour ça qu'on est là. Envoyez-moi un mail avec vos questions. Ok, merci, au revoir. Envoyez-moi un mail. C'est ce qu'on a fait. Une semaine après notre visite en Suisse, Glencore nous répond. Le groupe admet enfin qu'après février 2008, l'État congolais a bien réclamé 585 millions de dollars. Mais on n'en saura pas plus. Glencore impose sa loi dans les négociations, mais aussi sur le terrain, en RDC. Vous pensez qu'on exagère? Alors prenons un peu de hauteur. C'est en plein cœur de cette réserve naturelle qu'est installée la multinationale. Une plaie ouverte de 40 km² qui a dévoré un quart de cette zone officiellement protégée. Cette terre, appelée la Basse Kando, une femme tente de la défendre. La major Léonie, directrice de la réserve, elle travaille pour l'administration d'État chargée de protéger l'environnement. Sous ses ordres, une dizaine de gardes armés, mais aucun véhicule pour se déplacer. Est-ce que vous ne disposez pas de véhicule ici? Je n'ai pas de moyens de transport. Vous n'avez pas de moyens de transport? Non, on le fait seulement. Comment vous faites quand... À pied seulement. Vous faites tout à pied? Oui. Mais c'est grand la réserve? La réserve a 177 km². 177 km, c'est ça? Oui, oui. À pied? On le fait à pied chaque jour. Bon, nous, on n'a pas envie de marcher et on a une voiture. Oh, merci. Alors on embarque la major Léonie et sa patrouille. Ça va, cette place? Pardon? Ça va? Oui, bon. C'est bon. La major va nous montrer l'emprise de la mine sur la réserve. On est loin de Moumi. En distance, ça fait combien de temps? C'est 12 km. 12 km. Ah, oui. Très vite, apparaissent des collines éventrées. Le résultat des activités de Glencore dans la réserve de la Basse Kando. La Basse Kando détruite totalement. Détruite totalement? Oui, avec les miniers. Face aux miniers, la major Léonie est impuissante. La piste qui traverse la réserve a été privatisée. Pour accéder au territoire qu'elle surveille, la major doit décliner son identité. Oh, bonjour. Mon nom, c'est ma major Léonie. Ah oui. Avec la délégation. Ah oui. Pour aller dans votre réserve, vous êtes obligé de demander l'autorisation? Il faut demander l'autorisation. Pour aller dans le parc? Ah oui. Pendant que d'autres rentrent sans s'arrêter,
La Major Léonie patiente. Di garde parc. Allons contourner de l'autre côté. L'autre côté, c'est l'entrée principale de la mine. Au poste de sécurité, on va peut-être savoir pourquoi nous n'avons pas le droit d'emprunter la route. Nous, on veut juste aller dans le parc, la réserve de chasse du Major ici. Comment on fait? Où c'est? Ben, ici. Ici dedans? Vous êtes sur la réserve? Non, ça c'est la concession privée. C'est-à-dire avant que vous accédiez dedans, il faut que les chefs de Mutanda soient au courant. Donc les gens qui sont installés ici dans la réserve, oui, ce sont eux qui donnent les ordres pour qui rentrent ou pas? Il fallait maintenant que, puisqu'il y a un DG, le directeur général n'est pas au courant. Oui, mais alors, ça c'est le directeur de la mine, ça. Oui. C'est pas le directeur du parc. Non, c'est pas le directeur du parc, c'est le directeur de la mine. Mais c'est lui qui décide. Oui, c'est lui qui décide. Vous commencez à comprendre qui est vraiment le boss ici. Pas la Major Léonie, en tout cas. À la sortie, nous tombons sur une file de camions. C'est de l'acide? L'acide, oui, les acides. De l'acide pour extraire le métal du minerai. Le temps de faire quelques images et la sécurité de Glencore revient. Ne filmez pas les trucs, s'il vous plaît. Pas ça. Pas ça, ne filmez pas. Nous sommes pourtant à l'extérieur du territoire de la mine. Là, on est dans le domaine public encore? Il ne faut pas filmer, ça c'est l'anarchie, puisqu'on va faire appel maintenant au ministère. Vous n'avez pas le droit de filmer. J'ai bien compris, monsieur. Ok, merci beaucoup. Vous venez demain faire l'histoire qui est propre, s'il vous plaît. Une histoire propre. Voilà ce que veut Glencore. Pas vraiment celle que la Major Léonie veut maintenant nous raconter. À quelques kilomètres de la mine, le village de Kaindou, l'un des rares à se trouver dans l'enceinte de la réserve. Tunauliza kwa nani? Ule mama ule alungula kwa side kwake ni wapi? Ni wapi? Huku? C'est ici. C'est ici qu'habite une femme qui aurait été victime d'une pollution de la mine. Et son histoire intéresse tout le village. Des plus grands aux plus petits. Ce dimanche-là, je suis allée à la rivière et j'ai commencé à nettoyer les vêtements de mon fils. Très vite, j'ai eu des démangeaisons sur les mains et puis j'ai senti comme si mes pieds brûlaient. Je me suis posé la question de ce qu'il y avait dans l'eau de la rivière. Puis j'ai eu des démangeaisons partout dans la bouche, comme si j'avais le feu dans ma bouche. Le soir, à la maison, elle avait toujours les mêmes symptômes. Elle commençait à vomir. On l'a emmenée à l'hôpital. Arrivée là-bas, ils ont confirmé qu'elle avait été brûlée par de l'acide sulfurique. Après, on a appelé les services sociaux de la mine et à 3 reprises, ils sont venus dans le village. À 3 reprises. Les services sociaux ne reconnaissent pas les faits. Ils nient les faits. Personne dans la mine ne reconnaît que c'est de l'acide. Pour les services de la mine, ce n'est pas une fuite d'acide. Alors qui a raison? Glencore ou les villageois? Nous partons à moto, dans la brousse. Et prenons les chemins de traverse pour contourner la mine. La fuite s'est produite ici, le long de ce tuyau qui achemine les déchets toxiques provenant du traitement des minerais. La boue toxique aurait attaqué le grillage. Vous pouvez comparer ça et ça aussi, c'est différent. Parce que les acides étaient sortis à partir de ces boulots-là. Selon les villageois, la boue a surtout coulé jusque dans les champs, brûlant la terre et contaminant la rivière à proximité. Ces traces blanches, ce sont des traces de chaux. Comme en témoigne cette photo prise par un habitant. La chaux a été répandue par l'entreprise pour neutraliser l'acide contenu dans les boues toxiques. Mais il y a aussi ces clichés d'animaux morts, aux teintes étranges. Certains comme momifiés.
Avant de quitter les lieux, nous faisons des prélèvements d'eau pour les faire analyser. Entre-temps, coucou, la sécurité de Glencore est de retour. Entre les villageois et les miniers, la tension monte. Vous savez ce qui s'est passé, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dans le champ. Ça suffit, on va venir vous voir. De notre côté, on meurt de l'acide. Vous déversez de l'acide dans nos champs et vous ne payez rien. Ici, nous, on vit comme des animaux et vous, de votre côté, vous vivez bien. Si c'est le directeur que tu appelles, dis-lui de venir, comme ça on pourra le voir. Il faut qu'on le voie. À bord de ce 4x4, justement, le chef de la sécurité débarque. Peu importe que nous soyons à l'extérieur de la mine. Ici, Glencore a tous les pouvoirs et ils vont nous le rappeler. tulikuwa pale panani pa foshi ile ilikuwa kasidi njo pale walikuwa kuangalia sirubazi vile pale ba mama ule mama rilungulaka shibaritaka barijiplendre njo tunakuwa sur les lieux tunashimama pale banabeba ma image pale njo tunaanza kwenda. Effectivement. Mais de toutes les façons, déjà oui, tulikuwa na wengambo za kule. Ulipaswa kutujulisha kama mnapeana mission fulani bifulani. Hello, dis. Arrêtez d'abord. Arrêtez d'abord. Tu n'es pas autorisé à me filmer. Ah. Et d'ailleurs, par là, moi, je t'arrête. Le chef ne bluffe pas. Il peut nous faire arrêter. Certains agents de sécurité de Glencore ont le statut d'officier de police judiciaire. Je voudrais qu'on puisse les interpeller. Allez-y. Comme on n'a pas trop envie de finir au poste, et surtout qu'on nous confisque nos images, nous opérons un repli stratégique. En chemin, une idée, un slogan, guide nos pas. Glencore, j'adore. Vous l'avez compris, la multinationale n'aime pas du tout qu'on s'intéresse aux pollutions générées par ces mines. C'est pourtant une question centrale. Parce qu'ici, il n'y a pas d'eau courante. Pour se laver, boire ou faire la cuisine, les villageois utilisent l'eau des puits et des rivières. Nous allons donc faire une série de prélèvements à la sortie de cette pompe, dans ce ruisseau, et dans ce centre qui vient en aide aux villageois, les salariés d'une ONG nous apportent ces bouteilles. À l'intérieur, de l'eau qu'ils ont récupérée aux alentours de la fuite, le jour même de la pollution. De retour à Paris, nous envoyons nos échantillons à un laboratoire d'analyse. En attendant les résultats, nous recevons un courriel, des documents confidentiels en provenance de RDC. Apparemment, notre tournage a fait bouger Glencore. Certains des villageois ont été indemnisés, mais d'une drôle de manière. Il n'est jamais fait mention de la fuite. À l'un, Glencore achète son champ pour 23 $. À l'autre, l'entreprise propose un peu plus de 1 000 $ pour 3000 m² de terrain. Motif officiel, les terres seraient dans le périmètre de la mine. Aucun rapport, donc, avec la pollution. D'ailleurs, c'est bien simple. Pour Glencore, elle n'a jamais existé. Le groupe évoque une fuite mineure de boue qui n'a fait aucune victime. Pour la qualité de l'eau, il n'y a aucune préoccupation à avoir. Ça nous rassurerait presque. Sauf que nous avons reçu entre-temps les résultats des prélèvements. Dans les différents échantillons recueillis autour de la mine, l'acide sulfurique a disparu. Mais on trouve un cocktail de métaux lourds, cobalt, cuivre ou manganèse, à des taux parfois très élevés. Ces résultats, nous allons les soumettre à une experte. Chantal Peyer travaille pour l'association Pain pour le prochain. Depuis des années, elle enquête sur l'impact social et sanitaire des activités minières de Glencore en RDC. Au niveau du manganèse et du cobalt, pour prendre simplement deux substances, au niveau de cobalt, on a des seuils qui sont 30 fois les seuils qui sont permis par l'Organisation mondiale de santé
ou par le code minier congolais. Au niveau du manganèse, on est même à 100 fois les taux permis par les standards internationaux. Donc c'est des taux 100 fois ce qui est recommandé par l'OMS. C'est dangereux pour la santé humaine en fait. Ce manganèse hyper concentré qui va finir dans leur corps. Et ça a des impacts, oui, à terme, néfastes pour la santé. Il a été démontré aussi que dans ces régions, il y avait de plus en plus d'enfants qui naissent mal formés. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites à cause justement de la pollution de l'eau qui engendre des malformations, des fœtus. Nous montrons à Chantal Peyer le courrier adressé par les responsables de la mine aux autorités locales au sujet de la fuite. C'est tout à fait typique de Mutanda Mining et des filiales de Glencore, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des pollutions ou des problèmes qui se passent, d'abord ils vont nier les faits. Ensuite, quand vraiment ils sont sous une pression, soit des populations sur place, des médias ou des ONG occidentales, ils vont finir par réagir, écrire des lettres, mais ils vont là encore minimiser ce qui s'est passé, comme là où ils disent au fond que ce n'est pas des produits toxiques ou qu'il n'y a pas vraiment de problème avec l'accident et ce qu'il y a eu comme eau évacuée. Ensuite, ils vont chercher à diviser les personnes et les victimes. Ils vont relever leurs noms, ils vont parfois les intimider parce que pour une personne individuelle, un paysan qui ne sait peut-être même pas lire, d'avoir son nom pris par un avocat d'une firme internationale de 220 milliards de dollars, c'est une forme déjà de pression énorme. Et finalement, ils font tout ce qu'ils peuvent pour dédommager les gens aussi peu que possible. C'est des sommes dérisoires. Nous avons bien sûr envoyé une longue liste de questions au président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Un président qui aime tellement son pays qu'il en parle ainsi. « Mon Congo, si vous ne voulez pas croire en moi, croyez au moins en mes œuvres. » Nous n'avons jamais eu de réponse. Quant à Dan Gertler, par le biais de ses avocats, il nous a fait savoir que ses relations avec le président Kabila étaient strictement personnelles. Que Katanga Minings n'avait pas eu de traitement préférentiel grâce à lui, que l'enquête américaine ne prouvait rien sur lui et qu'elle reposait en partie sur des éléments falsifiés. Nous voulions terminer cette enquête par une devinette. 1. Je donne mon nom à un archipel. 2. Je suis très porté dans cet archipel. Allez-y, cherchez. Vous ne trouvez pas? Alors on vous donne un indice. Jaune, bleu, bleu et rouge, beige. Bah oui, c'est le Bermuda. Cette culotte longue est devenue l'uniforme des businessmen aux Bermudes. Celui qui dit que c'est moche est privé de société écran. Dans les rues, ce jour-là, les seuls à ne pas porter de Bermuda, ce sont les journalistes du consortium des Paradise Papers. Australiens, Danois, Japonais. Arrivés en nombre sur l'île pour une petite visite chez Appleby. Les précieux montages que nous épluchons depuis des mois ont été concoctés dans ces bureaux, derrière ces vitres fumées. C'est un peu l'embouteillage. Car nous venons chercher en main propre les réponses aux questions que nous avons envoyées du monde entier. Et c'est donc Monsieur Bermuda Rouge qui nous reçoit, messieurs, poliment. Malheureusement, personne n'est disponible pour venir vous répondre. Nous vous contacterons par mail. Si vous voulez, je vous laisse ça. Mais je pense que vous avez déjà nos questions. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas l'accepter. C'est juste une copie de la lettre qu'on vous a envoyée. Nous devrions déjà l'avoir alors. Très bien. Stoïque, Monsieur Bermuda Rouge. Aucun des 200 employés qui travaillent dans les bureaux ne prendra la peine de nous répondre. Ici, décidément, on parle peu, on préfère de loin écrire. Il faudra donc se contenter de ces déclarations par mail. Il n'y a aucune infraction commise de la part d'Appleby.
Vos questions n'ont pas d'intérêt public. Au contraire, il est évident que vous avez reçu une grande quantité de données volées qui appartiennent à Appleby. Nous vous demandons de nous remettre les copies de ces documents. L'histoire des Paradise Papers ne fait que commencer. Dans cette fuite de 13,5 millions de documents, des intermédiaires, des grandes fortunes, des politiques, des multinationales. Et toujours la même finalité. Impunité, opacité et secret.